puis au démarrage de la visite officielle de Janet Yellen en Chine aujourd'hui, revenons sur les dernières annonces de Pékin en matière de contrôle des exportations de métaux critiques, à savoir le germanium et le gallium. Les annonces ont été faites cette semaine. Nous y revions hier avec Benjamin Louvet, le responsable des gestions matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Le gallium et le germanium sont deux métaux qui font partie de ce qu'on appelle les terres rares. C'est un groupe de 17 métaux qui sont disponibles en toute petite quantité, mais qui ont des propriétés physiques très spécifiques, qu'on utilise notamment dans les super-aimants pour compacter la taille des moteurs. Par exemple, il y en a dans les moteurs de vos rétroviseurs, des terres rares. Et le gallium et le germanium ont des propriétés spécifiques qui font que le gallium, on l'utilise beaucoup dans le photovoltaïque, dans les LED, dans des applications comme ça. Le germanium est utilisé pour d'autres applications des technologies bas carbone. Donc, pas mal d'applications, surtout aujourd'hui dans ces technologies bas carbone, ce qui pourrait contrarier quelque part notre développement et notre transition. Et c'est bien là-dessus que joue la Chine. En fait, l'enjeu pour elle financier est assez faible parce que s'ils sont ultra dominants sur ce marché, puisqu'il y a encore quelques mois, la Chine produisait et raffinait à peu près 90% des terres rares. Aujourd'hui, on a déjà bien baissé. On est plutôt plus qu'à 70% parce que les pays autres ont découvert cette dépendance. Guillaume Pitron en parlait dans son livre La guerre des métaux rares il y a quelques années. Les Américains se sont rendus compte que les super-aimants qu'ils utilisaient dans les chasseurs, leurs avions de chasse, étaient faits en Chine. C'est ce qu'on m'a expliqué. Là, il y a plein d'applications militaires de défense qui sont issues, générées, qui ont besoin de ces métaux. On a besoin aussi du germanium, par exemple, dans la fibre optique ou dans les systèmes infrarouges. Donc, pour les systèmes d'armement, c'est important. Et quand l'armée américaine s'est posé la question de démonter ces aimants pour voir s'il y avait des mécanismes d'espionnage dedans et les remplacer par d'autres super-aimants pas faits en Chine. Quand ils ont vu le coup, ils ont dit non, mais la prochaine génération, on prendra des super-aimants faits chez nous, mais on ne va pas démonter cela. Et depuis, d'ailleurs, les États-Unis ont rouvert une mine de terres rares à Mountain Pass. Ils sont en train de la rouvrir. Et c'est tellement stratégique, Grégoire, que le Pentagone est impliqué dans le projet. Mais l'avantage des terres, juste pour rappeler, vous me corrigez, mais les terres rares portent très mal leur nom, puisque ce sont des terres et des métaux, c'est ça, ou des métaux, mais ce sont des mines, c'est ça, voilà, qui sont absolument pas rares. Simplement, leur exploitation est coûteuse, demande beaucoup de main-d'œuvre, c'est assez polluant, et ce qui fait qu'on a décidé de ne pas les exploiter, mais il y a des ressources de terres rares qui sont plutôt bien réparties dans le monde. Et juste pour mémoire, dans les années 70, le plus gros producteur de terres rares au monde, c'était un tout petit pays qui s'appelle les États-Unis. Et le plus gros raffineur de terres rares dans les années 80, c'était un autre tout petit pays qui s'appelle la France. Rhône-Poulenc, à côté de La Rochelle, avait une usine de raffinage de terres rares qui raffinait plus de 50% des terres rares du monde. Les besoins à l'époque mondiaux étaient peut-être pas les mêmes. Ils étaient beaucoup plus faibles, mais c'est pour montrer qu'on avait la technologie. Simplement, c'était polluant, c'était beaucoup moins cher à faire en Chine. Donc, on a délégué tout ça à la Chine. Aujourd'hui, on se pose la question de revenir, mais on a un autre problème, Grégoire, c'est que l'Agence internationale à l'énergie le rappelait récemment dans un rapport. Aujourd'hui, en moyenne, développer une nouvelle mine dans le monde, ça prend 16 ans. Donc, notre capacité d'adaptation rapide est relativement limitée, surtout sur un produit où la Chine est ultra dominante comme celui-ci, ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes et d'autres questions pour d'autres métaux, comme le cuivre, comme le nickel, comme le cobalt, où la Chine n'est pas ultra dominante en termes de production, mais en termes de raffinage. Aujourd'hui, la Chine raffine entre 30 et 70% de tous les métaux de la planète. Les Chinois se sont vus sanctionnés par les Américains sur l'approvisionnement en microprocesseurs. Eh bien, ils répondent juste avant le voyage, le déplacement de Janet Yellen en Chine. C'est un moyen de mettre la pression et de montrer que eux aussi ont des moyens de rétorsion qui, en plus, sont assez peu coûteux pour eux. Donc, il va falloir qu'on arrive à trouver un équilibre. Avant qu'on réfléchisse ou qu'on prenne la décision de rouvrir ou d'ouvrir de nouvelles mines dans des pays. Alors, aux États-Unis, vous dites qu'ils sont en train de relancer, mais en Europe ou en France, est-ce qu'on va trouver, parce que l'Europe est très dépendante évidemment de ces produits chinois, est-ce qu'on va trouver des pays producteurs de substitution si nécessaire? Alors, des pays, on en a. Je vous dis, la production, enfin, les réserves identifiées et les ressources de terre. Oui, mais avec des mines existantes, ce que j'entends, pour les besoins du moment. Alors, par contre, je vous dis, il faut du temps pour développer ces nouvelles mines. Il y a eu une grosse découverte récemment en Europe d'une énorme mine de terres rares qui pourrait répondre à une très grosse partie de nos besoins en Suède de mémoire. Et simplement, je vous le dis, il faut 16 ans pour. Et ailleurs dans le monde, il n'y a pas de mine opérationnelle qui pourrait se substituer à un éventuel
restriction. La Chine est ultra dominante. Donc vous avez des mines, mais pour l'instant qui ne sont pas du tout à l'échelle. Et on a le même problème sur d'autres sujets, ce qui nous fait dire que quelque part la guerre des métaux a commencé. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. La transition énergétique, c'est la transformation de notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. On parle là du gallium et du germanium, mais il y a une autre histoire dont on a assez peu parlé. Mais depuis 2020, la Suède a énormément de mal à se fournir en graphite en provenance de Chine. Le graphite est un élément essentiel des batteries des véhicules électriques. L'Europe est en train de développer ses usines de batteries électriques et la Chine a mis en place... Alors, il y a aucune communication officielle. Mais il se trouve que en 2020... C'est de plus en plus compliqué de s'approvisionner en graphite chinois. Il a du mal à arriver. En 2021 et en 2022, il a complètement disparu du marché. Et c'est un moyen, quelque part, de mettre une pression sur des produits où la Chine est ultra dominante et où elle a organisé, quelque part, sa sécurité, sa sûreté, sa souveraineté. Et aujourd'hui, quelque part, nous, on a pris beaucoup de retard dans ces programmes-là. On essaye de les rattraper avec les lois européennes, le Critical Raw Materials Act porté par Thierry Breton, le Net Zero Industry Act, mais ça prend du temps. Et après, il va falloir pouvoir développer ces mines, les déployer pour arriver à rééquilibrer ce marché et à être moins dépendant. Sachant que sur les terres rares, je vous le dis, ça pose pas trop de problèmes, mais on a d'autres métaux, par exemple, sur lesquels ça va être très compliqué. Dans le Critical Raw Materials Act, on évoque le fait de ne pas être dépendant à plus de 60% d'un pays. Je pose juste une question. On fait comment pour le platine ? Le platine, 80% de la production mondiale est faite en Afrique du Sud. Ouais. Alors, c'est pas forcément le pays avec lequel on aura peut-être le plus de difficultés. Ça montre qu'il y a des problèmes sur ce secteur à adresser qui vont être relativement compliqués. Et puis on a un autre problème quand vous parlez de redévelopper des mines. C'est bien joli de redévelopper des mines, mais pour ça il faut des ingénieurs spécialistes dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, la formation d'ingénieurs dans le domaine de la géologie est en chute libre. Aux États-Unis, au Canada, qui sont pourtant des grands domaines miniers, il y a une baisse des diplômés, je crois, de plus de 40%, je crois, aux États-Unis. On a signalé à un moment que c'était plus des filières d'avenir. Le secteur minier est le seul secteur qui a une image pire vis-à-vis des 15-40 ans que le secteur pétrolier. Donc il va falloir qu'on organise ces voies de formation, qu'on organise une acceptabilité sociale, parce que réinstaller des mines en Europe, comme c'est prévu dans le Critical Raw Materials Act, ça nécessite que les gens soient d'accord pour ça. Alors on a un exemple aujourd'hui qui est plutôt rassurant, c'est Imerys qui veut ouvrir une mine de lithium. Ça va être un bon test. On a déjà une mine sur place, donc la population locale est plutôt contente parce que ça va lui permettre d'avoir un bassin d'emploi supplémentaire, alors que la mine existe déjà. À d'autres endroits, c'est pas aussi facile. Au Portugal, en Serbie, on a essayé d'ouvrir des mines de lithium. C'est très compliqué. Et on sait, par exemple, qu'on a identifié un très beau gisement de lithium en France, en Bretagne, dans une zone Natura 2000. Et à mon avis, si vous essayez de développer ça, vous aurez peut-être des zadistes qui débarqueront très vite. Comment on va rendre acceptable ? C'est un des piliers de votre thèse d'investissement sur les métaux, Benjamin. Comment on va rendre acceptable par la technologie, par les méthodes d'extraction, peut-être, les progrès qu'il peut y avoir aussi dans cette technologie-là. J'imagine que ça peut évoluer. Alors, comment on va rendre acceptable l'idée qu'il va falloir nous-mêmes qu'on puisse être producteurs de certains de ces composants ou de ces types de matériaux bruts ? Alors, il faut savoir, Grégoire, que la mine propre, quelque part, existe déjà. On en a parlé récemment, on a fait une conférence sur ce sujet chez Ophi Invest AM, avec notamment la présence de Victoire de Marjorie ou Christophe Poinçon, le patron du bureau de recherche géologique et minière, qui évoquait par exemple qu'en Europe, on a un géant minier qui s'appelle Boliden, en Suède, et Boliden a mis en place des méthodologies de limitation de l'utilisation de l'eau pour les mines, de traitement et de recyclage des eaux, d'utilisation d'énergie renouvelable pour faire fonctionner les mines, d'utilisation de camions électriques. Quand vous mettez ça tout ça bout à bout, vous pouvez aujourd'hui, vous avez des technologies pour rendre les mines plus propre. C'est une empreinte acceptable. Mais vous avez une empreinte. On ne peut pas le discuter. Il faut qu'elle soit acceptable. Il faut comprendre une chose, Grégoire, c'est qu'à un moment, l'activité humaine, si on veut de la croissance, ça consiste à faire des trous dans la terre pour prendre des choses, les transformer pour faire autre chose. Si on ne veut plus avoir d'impact du tout, il faut arrêter de faire des trous dans la terre et à ce moment-là, on n'a plus de croissance. Simplement, si notre priorité, c'est le CO2, aujourd'hui, les énergies fossiles sont responsables de 70% des émissions de CO2 sur la planète. La totalité de la production métallique, tous métaux confondus, de la mine jusqu'à l'utilisation finale, ce qu'on appelle le scope 1, 2 et 3, sont responsables de
entre 11 et 14% des émissions de CO2 selon les estimations. Si notre priorité c'est le CO2, il n'y a pas photo. Les énergies renouvelables utilisent certes beaucoup de métaux, mais l'impact en termes de CO2 sera beaucoup moins important que l'impact qu'on aura sur l'utilisation d'énergie fossile, sachant que dans ces 14%, il y a 70% qui viennent de l'acier, qu'on est en train d'essayer de décarboner avec de l'électricité et de l'hydrogène, et 22% qui viennent de l'aluminium, où on essaye aussi de décarboner. Si vous enlevez tout ça, tous les autres métaux ensemble sont responsables de 1 à 4% des émissions de CO2 de la planète. Donc c'est avec un gain. ça, Oui. on peut faire un monde sans carbone. Je pense que le choix est très vite fait et simplement il va falloir mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre ces mines. La Chine nous aide à accélérer la transition. Bien sûr, mais de même que si la guerre en Ukraine a eu un seul aspect positif, au-delà du drame humain que ça représente, c'est que ça nous a fait prendre conscience de notre dépendance aux énergies fossiles et de la nécessité d'accélérer sur la transition énergétique, parce que maintenant on est très en retard. Un mot là-dessus, Grégoire, on dit tout le temps que la Chine ne joue pas le jeu. La Chine a 5 ans d'avance sur son plan de développement sur le solaire depuis le début. Ça fait partie des secteurs et des industries qui sont les plus soutenus et subventionnés en Chine. Plus de 100% de hausse de l'installation de panneaux solaires en Chine par rapport à l'année dernière. C'est un secteur qui explose et vraiment la Chine est en train de se transformer. Alors à court terme, ils ont besoin encore de centrales à charbon. Ils vont en construire 106 cette année, mais sur le long terme, ils sont en train de mettre tout en place pour largement tenir leur objectif, qui est non pas 2050, ils ont dit on ne sera pas prêt, mais 2060. Donc il y a des bonnes nouvelles quand même sur le plan du climat, aussi en provenance de Chine. Benjamin Louvet qui était avec nous hier dans Smart Bourse, l'invité du quart d'heure thématique, le responsable des gestions matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Voilà pour cette édition de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.